messieurs, bonjour. Bienvenue sur My Media Prime Télévision dans le cadre de cette toute autre production dominicale de votre émission Vitrine 237 de ce dimanche 11 juillet 2021. Nous allons au cours de cette production permettre aux acteurs politiques et ceux qui nous accompagnent dans le cadre de cette production d'apporter plus d'ample d'éclairage sur les sujets d'actualité qui seront posés à l'effet d'ouvrir une véritable conscience nationale. La question à l'ordre du jour, en termes d'actu, nous revisiterons la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest appelée crise anglophone. Ce conflit qui dure il y a 4 années déjà maintenant a fait effectivement enfuir près de 7000 personnes de leur domicile et environ 3500 morts. Mais aujourd'hui, le sujet qui nous permet de meubler en termes d'entrée dans cette émission, c'est le sujet autour des enseignants qui ont déserté en tout cas ces deux régions du Cameroun. Est-ce qu'on peut effectivement s'interroger sur les conséquences directes liées à cette crise aujourd'hui qui fait plus de 600 employés aujourd'hui absents dans ces deux régions-là? L'UNICEF effectivement a indiqué il y a quelque temps de cela seulement que plusieurs enfants du Cameroun risqueraient effectivement d'être privés, en tout cas au droit à l'éducation dans cette partie du Cameroun, au regard des nombreux déplacés et même des enseignants qui n'arrivent pas à dispenser des cours ou alors effectivement qui veulent préserver leur vie au regard du nombre d'enseignants enlevés et même des élèves ou des écoliers assassinés au cours de ces 4 années de crise dans ces deux régions. On se demande bien de savoir pourquoi on en arrive à cette situation des enseignants qui désertent, ou alors est-ce qu'aujourd'hui la question qui se pose, est-ce que finalement Yaoundé a des véritables solutions face à cette crise qui perdure quand même 4 années déjà passées? Autre sujet en débat ce matin, c'est la question autour du tribalisme et les discours haineux au Cameroun. On se demande bien à quoi sert la loi du code pénal, en tout cas modifiée l'année dernière à l'Assemblée nationale, la loi sur l'article 241, effectivement, qui demandait de pénaliser ou alors de poursuivre, en tout cas, des personnes qui tiendraient le discours haineux et même une sorte de stigmatisation. Mais rien n'est fait aujourd'hui. On se demande bien si c'est une action véritable qui s'abat là sans main de gants, en tout cas, main de gants, main de fer sans gants de velours. On se demande bien de savoir pourquoi effectivement engager une opération, une action de pénalisation sans véritables actions de manière à interpeller les uns et les autres sur le danger que court le Cameroun les Camerounais en tenant des discours haineux et tribaux dans le contexte qui est le nôtre. Est-ce du fait du laxisme ou de la complicité passive, en tout cas, de ceux qui nous dirigent aujourd'hui? D'aucuns ont qualifié ce que nous vivons aujourd'hui en termes de discours haineux et même de tribalisme, ont effectivement indiqué qu'il s'agissait pour le cas du Cameroun d'un tribalisme d'État. Aujourd'hui, les clivages sont beaucoup plus ancrés dans le Cameroun. On se demande comment on va pouvoir éviter probablement, ou alors si nous allons vers une guerre de communauté au Cameroun. Mais on va s'interroger aujourd'hui aux solutions. Si cela va peut-être nous permettre d'éviter ce à quoi on assiste aujourd'hui sur les réseaux sociaux et même dans l'espace public réel au Cameroun, où les communautés s'affrontent, entre autres avec un discours violent, et la commission Moussongue qui est sur le terrain. Jusqu'ici, on se demande bien de savoir si cette commission a les armes ou les moyens pour pouvoir effectivement éradiquer ce phénomène-là. Derrière cette autre transition, nous pensons effectivement au cours de cette émission 90 minutes, Vitrine 237 sur My Media Prime. Vous nous suivez à travers le Cameroun et même dans le monde sur tous les autres réseaux de distribution et sur notre page Facebook My Media Prime Télévision. Juste derrière, je vous présente le panel qui m'accompagne.
Merci de retour sur ce plateau de vitrine 237 de ce dimanche 11 juillet 2021 avec l'ensemble des panélistes conviés dans le cadre de cette production. Nous donnerons la parole à ces acteurs politiques qui vont essentiellement, on va effectivement le rappeler, c'est un choc d'idées et non d'un ring de boxe. Donc, c'est ceux qui nous suivent, qui seront à la hauteur de juger l'ensemble des opinions qui seront émises ici ou qui seront distillées ici, dans l'optique de construire un Cameroun nouveau, un Cameroun dont les hommes, les acteurs se respectent mutuellement. Je vais commencer par elle qui est déjà avec nous sur ce plateau. Elle est journaliste senior, il faut le rappeler, parce qu'elle a également participé à ce combat pour un Cameroun dont on a une véritable ouverture démocratique et même dont on a une véritable liberté d'expression. Elle en a également payé les frais à cette époque-là, à l'aube des années 90. Elle est avec nous ce matin. Henriette Ekouin, c'est son nom. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je salue votre télévision que je ne connaissais pas. Je te salue d'abord, merci de m'avoir invité. Je salue votre télévision et je salue tous les téléspectateurs de cette belle émission. Merci, je vais revenir à vous. Avant cela, on accueille un autre panéliste déjà sur ce plateau. Il s'agit de Guy Laurent Kwam. Il est communicant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Guy Laurent Kwam, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous me faites en me conviant à ce plateau, à ces échanges. Je voudrais m'incliner devant une tradition que nous avons déjà chez nous au MRC, c'est toujours de saluer l'ensemble des prisonniers politiques du Cameroun qui sont dans les geôles de la dictature du RDPC de mon cher ami Monsieur Meka, qui emprisonne, qui continue à torturer des jeunes qui se battent pour les libertés, pour la démocratie. Je voudrais aussi dire bonjour à tous les copanélistes sur ce plateau et espérant qu'on aura une très très bonne émission comme d'habitude. Exactement, c'est l'objectif d'ailleurs tous les dimanches sur cette tribune Vitrine 237, servie aux Camerounais, un débat politique autrement. Il est avec nous, lui il est maire de la commune de Konjok, il est maire PCRN, il faut le rappeler, parti politique, parti pour la réconciliation nationale dont il est également cadre. Il s'agit de Dr Serge Alexis Lombat. Bonjour et bienvenue, monsieur le maire. Bonjour Sylvain et bonjour au panel. C'est un honneur de partager le plateau avec Henriette Ekouin. Et donc, je ne pouvais pas, mais je ne pouvais pas ne pas le dire sur ce plateau. Donc, c'est un plaisir d'être là. Je veux saluer aussi les téléspectateurs de la chaîne et espérer aussi que le débat sera à la hauteur. Merci. Le quatrième et dernier invité de ce dimanche, il nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, André Luther Meka, communicant du RDPC. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les millions de téléspectateurs de cette émission. Je suis très ravi de partager ce panel Eurovol avec des intervenants d'Eurovol. Mais c'est également pour moi l'occasion de saluer tous les millions de militants du RDPC et de donner l'invite à un parti politique comme le MRC qu'on ne peut pas bâtir le public dans le libertinage, dans le désordre. Nous avons des lois qui encadrent la République et il est important que les militants respectent ces lois. Il n'y a pas d'immunité politique. L'immunité, c'est à l'Assemblée et le président. Je crois qu'il est important qu'eux-mêmes, s'ils aspirent à accéder au pouvoir, il faudrait qu'ils respectent les lois parce que c'est ces lois-là qui nous encadrent. Autre chose, je voulais vous dire également félicitations. Vous venez de recevoir à nouveau la confiance du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre Jacques Famdongo. Vous étiez déjà DAG à l'ESSEC, vous êtes désormais DAF de la fac Sciences. Félicitations. Je voudrais vous dire qu'il m'arrive souvent d'être un peu réservé par rapport à mes fonctions. Cela participe du devoir de discrétion professionnelle de la réserve. Je voulais juste dire que pendant la présidentielle, le président Paul Biya avait pris l'engagement
de faire la promotion des jeunes et des femmes dans la haute administration. Je crois que je suis un exemple. Et je voudrais juste dire que j'ai bénéficié de la confiance du recteur de l'université de Douala parce que c'est lui qui fait des propositions et nettement le ministre intérim. Donc c'est le recteur Magloire Ondoa qui m'a nommé. Je remercie également le ministre d'État pour aussi cette confiance et tout le gouvernement parce que vous savez aujourd'hui on a l'impression d'être dans une société sans direction où lorsqu'on nomme un jeune, les gens critiquent. Je crois que nous devons être unanimes là-dessus. Il faut que les jeunes commencent déjà à s'habituer à la transition générationnelle et à la haute administration. Merci bien. Très rapidement, chacun pour entrer dans cette émission va avoir un petit sujet de choix. Avec vous, Henri Tekoué, des manifestations de la diaspora, très rapidement, est-ce que on se demande bien si ces actions-là, l'opportunité de ces actions, marcher à Paris, cela apporte quoi au Camerounais ou au Cameroun dans le contexte politique qui est le nôtre? Vous savez, les Camerounais, les jeunes particulièrement, ont vécu une situation terrible avec les plans d'ajustement structurel où le président a supprimé toutes les bourses à l'université au Cameroun comme à l'étranger. Donc, ce sont des enfants qui se sont battus tout seuls, qui sont tombés en mer pour atteindre les côtes européennes. Et c'est normal que cette diaspora-là, qui a été victime, que cette diaspora-là, qui a été victime d'un ajustement structurel qui a ciblé les jeunes. Donc quand Meka dit que bon, on pense aux jeunes, c'est pas par hasard que la diaspora est pléthorique. Et donc cette diaspora estime que si elle est à l'étranger, c'est parce qu'il n'y avait aucun horizon pour ces jeunes-là. Et c'est normal que cette diaspora soit très active, y compris quand elle se rend compte qu'on ne peut pas marcher au Cameroun. Pourquoi? Parce que les lois qui encadrent l'exercice des libertés civiques et politiques, ces lois-là sont anticonstitutionnelles. Je le répète toujours. Mais qu'a dit que c'est la loi. Ce n'est pas la loi. À partir du moment où on s'est battu pour conquérir la démocratie, on devrait pouvoir marcher quand on veut, même jouer au foot, crier, hurler sa douleur. C'est notre conquête, c'est la conquête du peuple camerounais. Et c'est normal donc que quand la diaspora se rend compte qu'elle ne peut pas marcher, puisqu'il y a des Camerounais qui sont dans des prisons politiques, ce qui ne devait plus être le cas dès qu'on a instauré le multipartisme et la démocratie. Donc, ces jeunes-là, les Camerounais du moins, ils se battent, ils se sont dit, bon, puisqu'on ne peut pas marcher au Cameroun, au moins à Paris, on a les libertés de marcher et d'exprimer notre colère. Donc, c'est tout à fait légitime ce qui se passe à l'étranger. Vraiment, Meka peut le contredire parce que c'est son parti qui est attaqué. Mais si les jeunes n'avaient pas été aussi malmenés que ça, dans la recherche même des solutions. Parce que quand le FMI dit « vous ne donnez plus de bourse aux enfants », un président peut résister. Il peut dire « c'est l'avenir de notre jeunesse ». Puisqu'on a toujours défilé en disant « voilà le fer de lance de la nation ». Et le fer de lance est broyé. Et ces jeunes-là se retrouvent partout. Pendant ce temps, il faut dire aussi la vérité, il y a d'autres jeunes Camerounais qui ont des bourses pour aller faire des études partout, y compris aux États-Unis, au Canada, partout, en Afrique, même en Chine. Donc il faut voir ce qui s'est passé avec la jeunesse de notre pays depuis les années 80. Guy Laurent Kwam, votre parti est au cœur de ces actions du 3 G à Paris, à la place de la République. Mais la question de fond aujourd'hui, les critiques qui sont formulées à l'encontre de cette diaspora, ce sont des agissements. Le drapeau du Cameroun qui est foulé au sol,
le drapeau d'une autre république qui n'existe probablement pas sur le plan formel, dont votre diaspora est proche de vous, de toutes les façons. Scandale là comme là, ça peut prêter à équivoque. Que veut le MRC finalement? L'unité nationale ou alors la consolidation d'une république forte? Je crois que Sylvain, il faudra que dans notre pays, que l'on puisse à un moment donné être sérieux dans nos argumentaires. Je parle essentiellement de nos autorités et même de certains journalistes. Parce que là, vous venez de dire par exemple que le MRC est au cœur des manifestations du 3 juillet. Voilà, à Paris. Ce qui est une contre-vérité. Parce que le MRC a fait des sorties pour non pas être solidaire des Camerounais qui ont manifesté à Paris, mais dire que nous n'étions en aucun cas organisateurs des événements du 3 juillet à Paris. Maintenant, Henriette vient de vous brosser un peu l'environnement de ce qui entoure l'état d'esprit de ces jeunes. Et non pas seulement des jeunes, parce qu'il n'y avait pas que des jeunes qui ont marché à Paris. J'ai vu des papas, des mamans accompagner ces jeunes. J'ai vu des handicapés venir avec leur roulette à ces marches. Donc vous voyez que c'est l'expression profonde d'une colère des Camerounais. Ces Camerounais peuvent peut-être avoir, je veux dire quoi, peuvent peut-être se dire que la meilleure proposition politique que nous avons au Cameroun pour le moment, c'est la proposition du MRC. Mais cela ne veut en aucun cas dire que c'est le MRC qui organise ces marches. C'est peut-être simplement un indicateur pour dire que l'idéologie de la Renaissance est l'idéologie qui est acceptée de manière majoritaire aujourd'hui au Cameroun et que très certainement le RDPC a volé les élections en 2018. C'est un des messages que cette diaspora passe au monde entier en disant 2 ans après, 3 ans après, nous continuons à dire que la victoire de Maurice Kamto a été volée au Cameroun en 2018. Donc, ces jeunes... Le même Maurice Kamto a dit qu'il ne voulait pas ces manifestations. Non, il n'a jamais dit. Non, c'est pour ça que je dis, prenez les documents et analysez de manière sérieuse. Le MRC n'a organisé... Il a dit, le MRC n'a organisé aucune manifestation devant les ambassades américaines et autres. Je continue. Oui, ça ne veut pas dire que cette marche n'est pas organisée par d'autres personnes. Il a dit, le MRC n'a organisé aucune marche. Il n'a pas dit que la marche n'est pas organisée. Mais ceux qui ont organisé la marche, ils l'ont bien assumé, puisqu'ils ont une autorisation. Il fait une marche dont il n'est pas proche. Pourquoi est-ce que je ne peux pas vous dire ici que la fête qui est organisée à côté de chez moi, c'est pas moi qui l'ai organisée, mais je trouve qu'elle est belle? Vous trouvez qu'elle est illogique, ma phrase? Non. Donc, Maurice Kamto félicite les Camerounais qui ont le courage de continuer à s'exprimer, à exprimer leur opinion et à exprimer leur colère. Je crois que le RDPC a choisi de nous faire rester dans une dictature. Et ça, c'est nier le combat des aînés, comme Maman Henriette Ekoué et bien d'autres depuis les années 90, qui ont lutté pour que leurs enfants que nous sommes puissent bénéficier d'un pays libre, d'un pays de liberté, d'un pays où la démocratie règne. Mais le RDPC, ne veut absolument pas que ce pays aille vers la démocratie. Je voudrais terminer en disant, observez bien ce qui s'est passé en France. Nous avons fait 10 mois, nous avons fait pratiquement 10 mois en prison, parce que le RDPC nous accusait d'avoir cassé les ambassades. C'est dans la même logique que vous êtes. C'est-à-dire que les Camerounais ont exprimé leur colère à Paris en envahissant l'ambassade, et on vient à Douala arrêter des gens qui, le même jour, sont à Douala, en disant, vous avez cassé des ambassades à Paris. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une logique là-dessus? Et d'ailleurs, ceux qui ont, eux, revendiqué la casse des ambassades à Paris, il y a une décision de justice qui est sortie il y a moins de 2 semaines dans les juridictions parisiennes, dans les juridictions françaises, et qui ont donné 3 mois de sursis aux uns et 4 mois de sursis à un autre. Pendant ce temps, ceux qui n'ont rien fait au Cameroun sont en train de croupir, comme les amis politiques qui ont simplement marché le 22 septembre, sont en train de croupir en prison et on ne sait même pas quand ils seront jugés. Merci. Docteur Serge Alexis Lombard, ces agissements de la diaspora camerounaise peuvent nous permettre de remettre au bout du jour la question de la responsabilité de notre diaspora, qui de plus en plus aujourd'hui, ces actions sont questionnables. Parce que si on va dans tous les autres pays, on a connu des crises post-électorales dans d'autres pays, mais on n'a pas connu de mêmes agissements, de mêmes actions
il faut rappeler qu'il y a une brigade anti-Sardina qui est née à l'issue de l'élection présidentielle 2018. On a vu les séjours du chef de l'État perturbés. On se demande bien si nos diasporas ont encore la responsable, ils sont encore des acteurs responsables. Alors, d'abord, la première chose que je vais dire au MRC, c'est qu'il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils puissent un jour au Cameroun gagner les élections seuls. C'est la première des choses. Donc, il est inopportun de venir dire ici que vous avez la meilleure idéologie. Je crois que 92 nous parle tous. Et nous, on fait une opposition, si vous voulez, responsable. Voilà. Donc, il faut parler d'un ensemble. Il y a l'UPC, il y a le MRC, il y a le PCRN. C'est ce qui se passe dans tous les pays du monde quand on veut renverser un gouvernement. Un régime, pardon, je voulais dire. Donc, ce que nous faisons, ce que vous faites là, ça me gêne un tout petit peu. Et je le dis chaque fois que je rencontre quelqu'un. D'abord, je ne marche pas sur les plateaux. Donc, quand j'ai l'opportunité de rencontrer quelqu'un, je le lui dis, en lui disant, pensez, si vous voulez qu'il y ait un changement en 2025, comme on a rêvé en 92, il faut que l'opposition soit unie. Quel est le régime qui a été renversé à Paris? Parce qu'on a marché. Vous prenez la Tunisie, vous prenez l'Égypte, ça se passe dans le pays. Où est la Côte d'Ivoire? Au Burkina Faso. Ça se passe au pays. Et il faut le faire légalement. Le Mali. Il faut que les Camerounais apprennent à être des martyrs. Il faut pas, on l'a vu dans le passé. Il ne faut pas que les gens restent à Paris. La politique camerounaise ne se passe pas à Paris. Ce n'est pas parce que vous habillez les blancs avec le vert ou jaune que vous allez montrer que vous avez plus d'amis blancs que les autres. Babo le disait, chacun a son blanc. Chacun a sa relation avec le blanc. Donc, les manifestations de Paris, pour moi, peut-être c'est comment on appelle ça, c'est pour prouver peut-être qu'il y a une exacerbation, peut-être une violation des droits de l'homme, tout ça. Mais le vrai combat se passe au Cameroun. Il faut que les gens, tous ces gens-là, et qu'ils soutiennent financièrement, officiellement, parce que c'est permis dans les partis. Il faut qu'ils viennent soutenir les gens. Parce que nous, on fait des combats. Moi, je suis maire aujourd'hui. Je n'ai pas seulement gagné les élections à la mairie. Hein. C'est fini au tribunal. C'est-à-dire qu'à la Cour suprême, peut-être vous n'êtes pas au courant. Comme tous mes camarades politiques. Hein. C'est le jeu politique. Et les gens pensent qu'ils doivent avoir 100%. À nous de leur prouver le contraire. Donc nous devons avoir une attitude de rassembleur autour d'un idéal. Au Sénégal, ça s'est passé comme ça. Quand Ouada a voulu rempiler, les gars lui ont dit stop. Il s'est arrêté. Il est allé, mais il a perdu. Même si aujourd'hui, on va dire les Macky Sall et autres, ils sont séparés, mais il y a eu au moins un mouvement. Et vous voyez ce qu'apporte le changement, la tenance. Vous voyez ce que Macky Sall est en train de faire? Il partira. C'est la même chose avec le Béninois. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et puis il s'en va. Voilà. Donc, moi je pense que ces marches, pour moi, ce serait mieux au Cameroun. C'est bien là-bas, mais ce serait mieux ici. Pour que, parce que vous voyez, on a accusé la diaspora d'avoir financé le NOZO. Non, venez exprimer venez vous exprimer localement. Et même s'il y a quelques morts, comme il y a eu des morts avec le SDF, mais attendez, monsieur, mais il y a d'abord des pratiques que l'opposition fustige cela, le respect en tout cas, de la liberté d'expression, le respect des droits de l'homme. Dites ça. Tout le monde sait que le RDPC ne veut pas que les gens marchent. Mais pas de la démocratie. De la démocratie. Non, parce que la démocratie, même le dit, on va vous dire, il y a plusieurs partis. Ok? Mais je vous dis que les gens, ils ne veulent même pas que les gens s'expriment dans la rue. Or, ça fait partie, n'est-ce pas, des piliers de la démocratie, l'expression publique. On ne peut pas s'exprimer en public. Mais il faut créer le rapport de force. Aujourd'hui, ils peuvent le faire. Vous pensez que si le professeur Maurice Kamto était en prison et que les gars engageaient des marches quotidiennes, on peut mettre tout le Cameroun en prison? Je ne pense pas. Ils ont simplement montré que il y a une certaine popularité limitée. Parce que vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un qui a gagné les élections. Quand Gbagbo a dit en 2000, j'ai gagné les élections, le lendemain, c'était impossible d'arrêter. Ce sont les... Non, ils ont même essayé, ils ont même essayé. Non, je vous dis, quand vous avez... Non, je vous dis, si vous faites sortir 1 million de Camerounais,
même les militaires vont vous dire, excusez-nous, nous, on ne tire pas. Vous allez tirer, vous avez quelle balle pour tirer 1 million de personnes? Donc c'est pour vous dire que... Vous ne semblez pas fustiger la répression qu'il y a dans ce pays. C'est une évidence. Moi j'ai vécu ça. Allez être martyr, Non. c'est-à-dire allez vous faire Non. tuer dans Non, la rue. c'est- Et en même temps, quand nous allons envoyer les Camerounais, quand les Camerounais vont descendre dans la rue, vous allez dire ce parti est irresponsable. S'il vous plaît. Il envoie les enfants se faire S'il vous tuer. plaît. Et puis, Laurent, laissez monsieur le maire parler. En alambiqué comme ça. Laissez monsieur le maire chuter. Allez-y, chuter monsieur le maire. Moi je ne ferai pas... Je ne suis pas un radicaliste. Finalement. Mais je vous dis qu'avec les idées, on peut changer les choses. On m'a dit que je ne pouvais jamais être maire, mais on l'a fait. C'est des stratégies, c'est la politique. Qui vous avait dit que vous ne pouvez jamais être maire? Le RDPC? Mais bien sûr, ils m'ont dit, si vous gagnez, même on va arracher. Ils se reconnaissent, puisqu'ils suivent le débat. Ils ont l'habitude. Ils ont dit, Votre procès est fini le matin à la Cour suprême, samedi. Vous avez tenu. je vous assure, c'est un combat terrible. Il ne suffit pas de gagner les élections. Hein. Je vous assure, j'ai eu 60%, mais les gars ont voulu démontrer que nous, on a truqué pour avoir 60%. C'est possible de truquer avec le RDPC où? Donc c'est pour vous dire que nous, on connaît tout ça. Mais on ne va pas venir répéter les mêmes choses, n'est-ce pas, que les autres répètent. Nous disons que il faut comment on appelle ça, il faut faire la politique responsable, mais ça ne veut pas dire de ne pas faire la stratégie. Et je ne sais pas parce que je suis venu dire ici que X ou Y que je ne pense pas Z. C'est faux. Merci. André Luther Meka, la question de la marche de Paris. Et également, d'un autre point de vue, on peut se dire que Paris, ou alors la diaspora du Cameroun, la diaspora camerounaise, veut sonner peut-être le glas au regard du non-respect, en tout cas des éléments préliminaires pour une véritable démocratie. Je voudrais d'abord dire quelque chose d'assez important, parce que j'entends combat. Je ne sais pas de quel combat on parle. Le combat qui se passe au Cameroun, c'est le combat que le président Paul mène pour son pays et pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une meilleure condition de vie des Camerounais. Je voudrais dire à l'entame de Madame Ekwe que ça n'a pas été tout à fait facile pour le président Paul Biya, qui arrive en 82 et qui a certainement la vision du fait que l'économie est stable, alors que cette économie était bondée, n'est-ce pas, dans un certain nombre de faux biais. Le temps qu'il purifie cette économie, nous entrons automatiquement dans la dévaluation, la crise économique. Après la dévaluation, la crise économique, effectivement, elle a brossé un peu le tableau noir de cette crise économique, ses corollaires, les ajustements structurels, les licenciements et tout. Nous tombons en PPTE. Alors, après PPTE, on se dit qu'on va se relever pour pouvoir mettre le pays en marche. On nous sait les autres pays se sont relevés en 2008. C'est pas un cas spécifique au Cameroun. Oui, l'Afrique du Sud. Permettez-moi d'arriver au bout. À peine on se relève que le chef d'État promet les grandes ambitions, notamment les grandes réalisations avec des grands chantiers. Il a bien compris le problème, c'est-à-dire booster les infrastructures énergétiques et pouvoir booster, n'est-ce pas, les infrastructures routières pour permettre l'évacuation des denrées alimentaires autres. On nous sert deux petites guerres. D'abord Boko Haram dans le Grand Nord, avec ce que j'ai appelé une sous-traitance, notamment du Boko Haram réel et le Boko Haram faux, pour créer un califat, et on nous sert, n'est-ce pas, la guerre du Nozo. Ces petites guerres dont nous sert, c'est en fait le besoin pour le chef de l'État de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une économie nationale et pouvoir lancer le pays. Donc, le chef d'État, le président Paul Biya, n'a jamais été de tout repos. Ça a été vraiment difficile. Donc, quand on parle de cette diaspora qui s'exporte et qui n'a pas les potentialités au Cameroun, il faut savoir que il y en a qui ont eu ces potentialités. Voilà le docteur Lombat. Voilà mon frère et ami que nous connaissons à l'université. Il est là. Il y a beaucoup de jeunes qui investissent et peut-être le maire vous l'a pas dit. Il est chef d'entreprise et qui est véritablement prospère. Il ne faut pas vendre le mauvais rêve camerounais. Ils sont combien comme cela? Ils sont plusieurs. Le taux de chômage aujourd'hui au Cameroun est inestimable. La précarité, la misère aujourd'hui. Non, on dit que André Luther Meka, ceux qui marchent à Paris, effectivement, c'est pour dénoncer les manquements dans la gouvernance du Cameroun. Ce que je suis en train de vous démontrer, c'était de vous poser un peu le décor d'un pays qui est passé
dans des difficultés en difficultés, d'obstacle en obstacle. Et au moment où nous voulons nous relever, Monsieur Kwam, vous allez me laisser parler, sinon je vais plus parler, je vais vous laisser parler. Donc au moment où nous nous relevons, il y a un certain nombre, n'est-ce pas, d'obstacles qui sont pratiquement pilotés par la métropole. Oui, Madame Eko a dit qu'il y a des bourses, mais ces bourses sont données aux méritants. Je peux vous donner une expérience. Je peux vous donner une expérience parce que j'ai eu mon master avec plus de 13 de moyenne, mais on m'a promis une bourse, mais la compétition a été rude. Quand j'étais étudiant, Non. Il y en a qui étaient boussés, ils ont mis le choix, ils ont grillé la faculté de médecine. Non, ce que je vais vous dire, c'est que il y a quand même un certain nombre de critères. Il y a un certain nombre de critères pour avoir une bourse. Il y a un certain nombre de critères. Et le critère essentiel, c'est d'avoir au moins 12 de moyenne. Maintenant, quand il y a beaucoup de candidats, ça devient compétitif. C'est important de le souligner parce que je suis enseignant. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que on ne peut pas dire que c'est une bonne chose, et Monsieur le maire l'a précisé, d'aller manifester en Europe. D'ailleurs, ce ne sont même pas les Camerounais. Ce sont pour la plupart des fédérations de jeunes africaines qui se donnent des coups de main pour pouvoir, n'est-ce pas, j'allais dire salir leur pays. D'ailleurs, moi j'ai été informé d'un marché assez fructueux où il y a un contact des mercenaires au Togo, au Bénin, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir faire des marches et faire pression, n'est-ce pas, à leur pays respectif. Pourquoi? D'abord, ils voudraient être des exilés politiques, il paraît que c'est un marché florissant. De deux, il faudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait un certain nombre de papiers, un certain nombre de papiers pour pouvoir être, n'est-ce pas, en Europe. Moi, je pense, et c'est ce que moi j'ai toujours dit. Donc quand les Camerounais marchent pour revendiquer la liberté d'expression ou alors le respect des droits de l'homme, parce que comme l'a indiqué Guy Laurent Kwam, vous êtes sans ignorer qu'il y a des Camerounais qui sont en prison au Cameroun pour avoir marché le 22 septembre. Il y a ceux du CPP ou de Stand Up for Cameroun qui ont été arrêtés 2 jours avant la manifestation du 22 André Luther Mécano. Vous ne m'informez pas. Si je représente le RDPC, ça veut dire que je sais. Je suis au courant de tous ces dossiers. Mais ce sont des... Et vous estimez que Non, écoutez. Ce sont des personnes qui ne veulent pas respecter la loi. Et je l'ai dit à l'entame de mon propos, il n'y a pas d'immunité politique. Il y en a qui pensent que parce qu'on est un homme politique, on a une immunité. Non. Il faudrait que... non, s'il vous plaît. Le maire a été très pertinent pour dire que il est allé en justice pour pouvoir, n'est-ce pas, batailler pour sa victoire. Mais il y a des personnes, il y a des partis politiques qui ne demandent pas d'autorisation, qui ne font aucune déclaration de marche et qui attendent que on interdise pour pouvoir dire que nous sommes dans un pays de non-droit. Non, il faut faire une déclaration. Une autorisation. Oui, une déclaration qui permet quand même non, s'il vous plaît. Une déclaration qui permet tout de même à l'administration d'être au courant de la marche et de savoir qui sont les tenants et les aboutissants de cette marche. Mais vous allez constater que le MRC n'a jamais fait une déclaration. Et ça, c'est vos déclarations. Ça, ce sont vos déclarations. Mais toutes les marches, les chassements et autres n'ont jamais été déclarés. Et quand on leur oppose la déclaration, ils disent que dans tous les cas, on va refuser. Donc, ça ne vaut même pas la peine de faire la déclaration. Je vais conclure en disant que je ne veux pas faire un débat de clocher. Ce qui est important de savoir, c'est que le MRC ne peut pas changer le pays avec ce genre de méthode. Ces méthodes où on a des organisations paramilitaires, où nettement on se refuse. Paramilitaires. Mais c'est paramilitaire. Qui ont des armes, mais gens qui marchent. Nous avons les membres, nous voyons tous les jours les membres de cette base qui évoque l'hypothèse de l'achat des armes tous les jours dans les réseaux sociaux. Est-ce que le MRC, c'est la base, c'est une organisation déclarée en Europe? Mais allez dire ça aux gens qui ne vous connaissent pas. Mais de quoi parlez-vous? La base, au Cameroun. Écoutez, je vais vous dire comment ça s'est passé clairement. Lorsque M. Maurice Kamto entre dans la... Lorsque M. Maurice Kamto entre en politique, la manipulation permanente. il a
un peu... Vous savez, il a été dans le SDF. Hein. Maurice Kamto n'a jamais été dans le SDF. Il a toujours été là-bas. Il portait même le sac de Foundi. Il n'a jamais été dans le SDF. Quand il veut être candidat, il cherche à maîtriser la rue. Il a deux options. La première option, c'est, n'est-ce pas, de pouvoir contrôler tout ce qu'il y a comme bado et tout ce qu'il y a comme enfants de la rue au Cameroun. Il recrute donc à cet effet Valsero et lui donne de l'argent et entre en contact également avec un certain nombre d'exilés, un certain nombre de gars qui cherchent les papiers en France. Il crée un autre pôle et ce pôle s'est structuré sur la base. Voilà, mais seulement au Cameroun, ça n'a pas pu marcher. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu renforcement du groupe de pression paramilitaire en France qu'on appelle la base. Et nous connaissons ceux qui financent cette affaire. Et s'ils continuent à le faire, je vais citer les noms de ceux qui financent cette affaire-là. Merci. Hein. Je pense que... Moi, j'ai suivi... Non, pour justifier l'absence de bourse et puis les marches et tout ça, le DAF n'a pas voulu nous dire que l'une des causes de la faillite du Cameroun, c'était le détournement de fonds publics. Je n'ai pas écouté ça. Le président lui-même le dit. Mais vous venez dire au contraire sur les plateaux, ce n'est pas les billets. Ne dites pas ça d'Aïdjo, c'est pas bien. C'est pas ça. C'est une vérité historique, ce que j'ai dit. Je vous dis alors que les détournements ont été plus massifs que les faux billets dont vous parlez. C'est évalué à plus de 2000 milliards. Et les détournements par an, c'est combien? Les détournements, c'est ce que je dis. Non, les détournements, c'est 6000%. C'est pour ça que je vous dis, moi je veux bien voir la jeunesse. Je veux bien voir la jeunesse. Écoutez, je veux bien voir la jeunesse du RDPC après 2025. Parce que vous dites des choses. Elle va disparaître selon vous? Pourquoi elle va disparaître? Elle sera obligée de s'adapter à la vérité, au moment. Ne pensez pas que c'est éternel. Faites attention. Parce que je vous dis qu'on parle d'avenir. Non, mais qu'elle le sait. J'espère qu'il le sait. Moi, je suis pas devin. Hein. Oui, c'est rapidement dit Laurent. Oui, effectivement, on sort de ce sujet-là. C'est important de dire d'abord à notre cher copanéliste du PCAN que le MRC, c'est un parti qui rassemble et qui essaye de rassembler. Nous y travaillons d'ailleurs. C'est vous qui rassemblez l'opposition. Nous sommes actuellement en train de travailler ensemble sur une proposition de code électoral consensuel. Donc c'est un début. Il faudra vraiment apprécier et on espère que il faudra consolider. Oui, les autres vont arriver pour qu'on consolide cette affaire. Encore plus. Par rapport à ce que disait de manière très maladroite M. André Luther Moka, Maurice Kamto n'est pas allé chercher les badauds de la rue. Maurice Kamto n'est pas... Valsero n'est pas un badaud. C'est un artiste engagé, respecté et... Il n'y a pas que Valsero. Hein. Vous avez parlé de Valsero, okay, alors je prends son cas. Et vous avez parlé ensuite de la base et de la diaspora. La première chose, sachez-le, je crois que le RDPC avait des éminences assez intelligentes pour le comprendre. La diaspora aujourd'hui est un acteur majeur dans les relations internationales. La diaspora aujourd'hui est un acteur de développement important pour tous les pays du monde. Quand vous êtes en crise aujourd'hui, vous avez plusieurs leviers sur lesquels vous pouvez vous baser. Le Cameroun a la chance d'avoir l'une des meilleures diasporas dans le monde. Et Maurice Kamto arrive en disant, pour qu'on remette le Cameroun sur des rails, pour que le Cameroun aille vers l'émergence, tout le monde doit pouvoir participer à ce jeu-là. Et quand on parle des Camerounais, on parle des Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur. Seulement, le RDPC fait tout pour diviser les Camerounais. Le RDPC fait tout pour opposer les Camerounais. Et nous, merci la Renaissance, c'est la Renaissance avec tous les Camerounais, sans exclusif. Merci Guy Laurent. Les Camerounais anglophones, les Camerounais francophones, la diaspora, tout le monde doit participer. Dites comme vous voulez, pour nous c'est les Camerounais d'abord. Et on doit participer ensemble à l'œuvre de rétablissement de ce pays. Merci. C'est vous qui le dites. Moi je crois que il ne faut pas faire des raccourcis. Il voulait redresser et puis le Nozo est arrivé et puis non. Première chose, et Meka le sait, la première chose, c'est que c'est l'UPC qui a écrit à Mitterrand pour lui dire félicitations, on est de gauche. Deuxième chose, débarrasse-nous de la dictature d'Aïdjo. Mais quand on a écrit à Biya, au lendemain de sa prise de machin, il nous a ignorés. On pensait que la démocratie allait arriver. Il nous a ignorés, on lui a dit dans la lettre que ne suis pas le président Aïdjo. Tu es d'une autre génération. Oui. Fais l'ouverture, tu entreras dans l'histoire. Bien nous a ignorés. Mais quand il est arrivé chez Mitterrand,
Mitterrand lui a dit à quand la démocratie? 1. À quand le retour des exilés? 2. Biya a répondu, je ne peux pas faire la démocratie, il y a 250 ethnies. Il faut que je me prépare. 1. Deuxièmement, les gens peuvent rentrer. C'est là que nous, comme ça, on a fait nos valises en 83. Avec beaucoup d'espoir. Maintenant, quand le président Biya arrive aux affaires, Ahidjo a dit les caisses sont pleines. Et le président Biya a confirmé que les caisses sont pleines. Il n'y avait pas de Nozo, il n'y avait pas de Boko Haram. Il a été trompé. Hein? Vous savez très bien qu'il a été trompé. Non, il n'a pas été trompé, puisqu'il a affirmé. Il était obligé, puisqu'Ahidjo était là. Il affirme quelques temps après, il dit que... Non. C'est pas quelques temps après, hein? Non. C'est quelques temps C'est après. en 87. Non. Attention, Non. il y a 5 ans. Non. Il a dit, il a confirmé, puisqu'Ahidjo était à côté, il ne pouvait pas dire non. Et c'est vrai que Ahidjo avait de l'argent, des comptes aux États-Unis. Vous croyez qu'on achetait les 11 aéronefs de la Cameroun Airlines comment? On payait cash. Pour les avions militaires, on a acheté 2 avions qui transportent les troupes, C-130. Un jeune officier est allé à Lockheed pour les commander. Cash, parce qu'on avait l'argent dans les comptes. Donc ne dites pas que non, ne parle pas de 5 millions d'habitants, laisse ça. Il y avait l'argent. Oui, mais avec 5 millions d'habitants, on avait autant d'argent. Avec 30 millions, on en a beaucoup qui payent les impôts, qui payent la douane, qui payent, mais vous faites rien. Alors qu'Ahidjo n'avait que 5 millions de Camerounais, il faisait beaucoup. Et il avait tout cet argent. Tout. Mais vous avez le pétrole, vous avez les minerais, vous avez la population riche. On a créé la 5 millions de Camerounais. On a créé 5 millions de Camerounais. On a créé Laurent Kouam, merci. 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 Attends. Guy Laurent Kouam, permettez à arrêter quoi de On a créé la CAMER avec l'argent des planteurs, c'est-à-dire l'argent de l'ONCPB. Voilà. Et c'est pourquoi le président, le DG de l'ONCPB s'est impliqué dans le putsch. Pourquoi? Parce que les réserves qu'on a laissées se sont évaporées. C'est là que ce monsieur, malheureusement il était du Nord, il a dit, à l'allure où on est en train de piller les caisses de l'État, on n'y arrivera pas. Donc, Meka, garde un peu le Nozo, c'est pas le Nozo qui nous a ruinés. Deuxièmement, on a fait des plans économiques, des SCE. Biya n'évoque jamais les programmes politiques. Il arrive, il dit que non, c'est ceci, c'est cela. Donc je dis que Meka, il ne faut pas dire des choses. Vous avez mal géré le pays. Malheureusement pour vous, tout le pays a vu que vous avez mal géré le pays. Et aujourd'hui, le président a des difficultés parce que maintenant, il y a qu'à la CAN, on n'a pas fini la CAN, le Covid est déjà arrivé. Maintenant, on n'entend même plus rien. Voilà. Merci. Donc, va nous chercher le rapport du Covid. André Luther Meka, la crise anglophone, effectivement, ce conflit, je l'indiquais à l'introduction, là, très rapidement, on va faire 1 minute 30 chacun là-dessus, pour effectivement s'interroger, et on est en train de s'acheminer, là, finalement, vers un risque d'une privation des droits à l'éducation au Cameroun, parce que la situation, elle est inquiétante, avec des enseignants qui désertent. On se demande bien si Yaoundé a des solutions pour effectivement adresser une véritable réponse à cette crise. Ce qui m'intéresse dans votre angle, c'est de voir les enseignants qui désertent. Ce n'est pas de voir toute la chaîne qui fait problème. Parce que c'est important de poser le problème de façon globale. Le problème de façon globale, c'est qu'il y a des accalmies, mais des embuscades qui sont pratiquement ciblées vers tous ceux qui veulent faire fonctionner le Nozo, notamment les administrateurs, les enseignants et parfois même des commerçants. Donc, dans cette ville, dans cette situation de terreur, il y a effectivement des craintes et des peurs pour la vie des gens. Donc, la question que vous devez me poser... Non, c'est pas vous qui me... C'est pas vous qui formulez la question que nous devons nous poser... De toutes les façons. La question que nous devons nous poser est celle de savoir comment faire revenir la paix dans le Nozo. C'est la question centrale. Et faire revenir la paix dans le Nozo, c'est de dire à ceux qui commanditent les attentats depuis l'Europe, qui sont hébergés par les États-Unis, la France, la Norvège,
c'est qu'il entre notamment en négociation avec le président Paul Biya, avec le gouvernement, pour que la guerre s'arrête. Parce que le véritable problème aujourd'hui, c'est que ceux qui font ces assassinats-là, qui commandent ces assassinats, leurs enfants vont à l'école. Parce qu'il faut le dire, ils ont brûlé les écoles, ils brûlent les collèges, ils brûlent tout, ils assassinent même les enseignants. Mais est-ce que c'est une affaire du gouvernement? Je crois que nous devons prendre la chose de façon globale à ce que toutes les populations puissent se mettre en œuvre pour pouvoir faire revenir la paix. Moi, j'ai toujours dit, bon, c'est peut-être ma formation de sociologue qui me dérange. Nous avons des traditions en Afrique, hein. Nous avons des chefs de famille, nous avons des parents, nous avons des mamans. Comment donc faire revenir la paix? Monsieur, lorsque je vous parle, lorsque je vous parle, il faut bien suivre. J'ai dit que nous avons des chefs de famille. Nous avons des chefs traditionnels. Nous avons des pères, des mères. Et si cette chaîne, n'est-ce pas, familiale se connecte et se solidifie pour la paix, il y aura la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème au Nozo est un problème intrinsèque. C'est-à-dire, le peuple du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne veut pas la paix. Parce que s'il voulait la paix, il y allait avoir la paix. Je vais le dire pourquoi. Non, attendez, je vais le dire. Dire que le peuple du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne veut pas la paix, on peut quand même s'interroger sur effectivement ce qui a été évoqué aujourd'hui, les complicités ou bien le laxisme de l'État qui veut que cette crise s'enlise. Vous savez pourquoi je le dis? C'est la méthode comparative. Vous avez vu le problème qu'il y a eu au Grand Nord avec Boko Haram. Aujourd'hui, Boko Haram fait ce qu'on appelle des embuscades, des assauts. Et nettement, le peuple s'est organisé de ce côté avec les comités de vigilance et tout ce que vous savez a collaboré. Aujourd'hui, on peut dire que Boko Haram est réduit à sa plus simple expression. Mais dans le Nozo, il y a véritablement des attaques ciblées qui sont des attaques horribles. Et vous devez savoir que ces personnes parfois vivent en brousse, parfois vivent dans les familles. Il est important que les familles et la population du Nozo, n'est-ce pas, collaborent. Donc, le véritable problème aujourd'hui est global. Comment sécuriser les Camerounais? Comment faire en sorte que la paix revienne dans le Nozo? Je crois que tout le monde est impliqué. D'abord, les Camerounais sont impliqués, les familles sont impliquées et le gouvernement a déjà fait tout ce qu'il devait faire. Il y a nettement... Non, le gouvernement croise désormais les bras. Non, je dis que... Ça veut dire que l'UNICEF a donc raison. Vous ne pouvez pas parler tout ça à la fois. Vous ne pouvez pas parler tout ça à la fois. L'UNICEF a donc raison de dire qu'il y a un risque grave à la privation de certains Camerounais aujourd'hui le droit à l'éducation. Non, le risque qu'il y a aujourd'hui, c'est l'enlisement de la crise du fait que certains ne veulent pas qu'il y ait la paix. Et ceux qui ne veulent pas qu'il y ait la paix ne sont pas toujours du côté du gouvernement. C'est aussi ceux qui sont à l'étranger, qui sont dans les partis politiques et qui font la promotion et l'éloge, n'est-ce pas, de ce terrorisme-là. Et c'est pour ça que je dis que si, véritablement, le peuple du Nozo voulait la paix, il devait s'asseoir en connivence avec le gouvernement pour pouvoir traquer tout ce qui met en mal l'éducation des enfants. Mais le gouvernement de l'éducation, c'est une priorité dans le cahier des charges ou la mission de l'État. En zone de guerre, le gouvernement devrait prendre des dispositions pour que les enseignants aient une sécurité, tout au moins ce qui permet aux enfants d'aller à l'école. Je suis tout à fait d'accord et le gouvernement prend ces dispositions-là. Chaque fois qu'il y a des rentrées à des écoles, les établissements, les universités sont protégées par l'armée. Mais on ne peut pas protéger individuellement chaque enseignant. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait une stratégie globale pour pouvoir sécuriser toute la ville. Et la sécurité de la ville, ce n'est pas seulement l'armée, c'est pas la police. La sécurité de la ville, c'est aussi l'implication des populations. Et c'est ça le problème. Parce que la plupart des meurtres que nous voyons, ce sont des embuscades. Ce sont des pièges, des guet-apens qu'on pose, n'est-ce pas, aux populations du Nord-Ouest. Donc, pour moi, la question aujourd'hui est une question centrale. Comment faire revenir la paix? Et le chef de l'État a répondu à cette question. Premièrement, il y a eu un grand dialogue. Dans ce grand dialogue est sorti ce qu'on a appelé le statut spécial. Et ce statut spécial-là est déjà en train de se mettre en marche avec l'élection des maires de ville. Et il y a eu, n'est-ce pas, un comité, suivez, il y a eu, n'est-ce pas, un comité. Vous n'allez pas toujours... c'est un peu désolant, hein? C'est désolant. Allez-y, André. Donc, il y a un comité de démobilisation, de désarmement et de réinsertion qui, pour moi, est un comité très intéressant. Pourquoi? Parce que à partir de ce comité,
les Ambazoniens peuvent déposer les armes de façon tout à fait discrète, avec le concours des autorités religieuses, des autorités administratives et parfois même des autorités traditionnelles, et être réinsérés dans la société. C'est une forme de cessez-le-feu. Donc vous n'allez pas demander plus que ça. Et on a sécurisé la ville avec, n'est-ce pas, des contingents d'armée un peu partout. Je crois que le gouvernement a fait l'essentiel. Maintenant, il revient à la population d'apporter sa contribution. Et c'est cette population-là qui doit apporter une contribution essentielle, parce que c'est elle qui connaît qui est qui dans la ville et qui fait quoi. Merci, monsieur le maire. C'est Dr Serge Alexis Lombard. Aujourd'hui, l'école qui est prise pour cible dans le nord-ouest et dans le sud-ouest débouche sur les enseignants qui désertent là. Ils sont kidnappés, ils sont assassinés, ils sont égorgés. On se demande bien de savoir, est-ce que finalement le Cameroun, ou les acteurs, les hommes politiques et même Yaoundé, le gouvernement, a des solutions pour encadrer en tout cas ce segment de la société, parce qu'on touche là au cœur de l'éducation de l'avenir du Cameroun. Oui, mais M. Meka vient de vous dire qu'ils ont épuisé toutes leurs cartes. Pourquoi vous voulez... Nous, on le sait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à mon voisin de droite que le Cameroun a besoin de réconciliateurs, a besoin des gens qui vont faire la renaissance, a besoin des gens expérimentés comme l'UPC pour trouver de nouvelles solutions. Vous savez, les sécessions ne sont pas forcément, c'est pas forcément l'envie de quitter le pays, mais c'est de montrer que nous sommes plus à l'aise dans ce système. Il faut bien comprendre ça. Vous allez voir, même en Colombie, il a fallu peut-être qu'on change un gouvernement pour que les gens disent que nous asseyons-nous. Asseyons-nous. Moi, je pense que le RDPC a essayé. Et ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire, mais ils n'ont pas assez de moyens. Ils n'ont plus les moyens, comment je vais dire ça, de convaincre. Parce que, mais non, je vous dis, quand un gouvernement qui a tous les moyens financiers et des ressources humaines ne peut plus, il faut avoir l'honnêteté de dire que nous ne pouvons plus. Parce qu'aujourd'hui, je vous vois mal en train d'aller enseigner là-bas, M. Meka. Si on vous a fait, vous allez y aller. Parce que ce n'est pas que les enseignants, hein. Les enseignants, parce que mais tous les fonctionnaires, combien ils vont? Mais vous, les gens sont tués, cher ami. Les gens sont tués. Les gens ont peur, c'est humain. Donc, vous comprenez que c'est un problème. Il faut déjà que les Camerounais soient unis dans leur vision. Parce que au niveau où on se trouve là, tout à l'heure vous avez voulu parler de mise en place du statut spécial. Vous avez parlé des maires de la ville. Bien sûr, je pense que vous avez aussi parlé de décentralisation, qui est un échec total. Parce qu'il faut que je vous dise qu'en 6 mois, aucune mairie n'a reçu les CAC. Peut-être vous ne savez pas ça. Faites extrêmement... Non, écoutez, parce que ça c'est des choses assez graves. Quand vous, sur le plan, sur le terrain, parce que moi je suis un maire, moi je suis quelqu'un du terrain. Mais je suis en train de vous dire, bon, moi je ne sais pas si on a la station de paiement, mais ce que je dis, c'est que pour les faits, il y a les mairies qui sont assis, c'est la réalité. Alors, comment voulez-vous exécuter? Parce que les gens veulent être autonomes, ils veulent être indépendants, c'est différent. Ils veulent gérer les fonds qui leur sont alloués. Même les fonds qu'on met auprès des mairies. Mais non seulement c'est insuffisant, mais vous avez les fonctionnaires qui sont là, qui fatiguent les gens, et finalement... Voilà. C'est pour vous dire, vous voyez, je vous dis qu'il y a des petites choses, si on avait laissé par exemple, si on laissait la population élire le maire en réalité, je vais vous expliquer. Je vous ai dit que mon élection s'est passée en 2. Je vous ai expliqué en 2 fois. Par la population et par la Cour suprême. Je vous explique. Si je n'avais pas assez de coups de franche, je ne serais pas là. Mais les gens vont vous dire ce qui a été fait en Konjok en 1 an et demi. C'est exceptionnel. Je ne vais pas venir faire. C'est exceptionnel. On n'a jamais vu ça. C'est la volonté politique. Avec quels moyens? C'est la volonté. Les gens ne demandent même pas de grosses choses. C'est des petites choses, l'eau. Réparer. Vous avez 47 forages qui ne fonctionnent pas. Vous mettez des petits moyens, ça fonctionne. Les gens peuvent boire de l'eau. Donc, je vous dis, la réconciliation, le changement dans le Nozo passe par là. Est-ce que vous pouvez arriver à Bamenda aujourd'hui quand il pleut?
Pourquoi vous voulez aller voir des choses exceptionnelles? Il y a des petites choses. Est-ce que vous pouvez aller à Bamenda en passant par Bouddha? Est-ce qu'il y a, où est le péage qui était là-bas? Vous voyez, quand vous vous dites, vous voulez statut spécial, c'est de gros mots. Faites des petites choses. Les gens constatent, ils comprennent que, là, il y a un changement qui arrive. Beaucoup de choses qui sont faites aussi. Non, s'il vous plaît. Citez, monsieur le maire. Non. C'est que moi j'ai vu au sud-ouest, c'est qu'on a partagé du riz. Son niveau de vie à lui. Non, on a partagé du riz aux gens. Ça n'a réglé aucun problème. D'abord, vous savez ce qui se passe quand on fait des dons. Les gens vont vers leur personne. Dans la population, même qui est au cœur de la souffrance, d'abord, ils sont tous ici à Douala, à Bonabéry. À la Bonabéry, vous allez voir, il y a une surpopulation, vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez oublié la reconstruction avec le ministre Paul Tasson où on a donné des... Mais je vous dis... Des affectations financières à chaque famille, ça vous avez oublié non, ça. Il y a des choses qui... Le problème de Paul Biya, ce n'est pas... Le discours est bon, mais ce sont les réalisations qui posent problème. Le discours est bon, on dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut donner des exemples concrets. Lesquels? Je dis qu'il y a eu des affectations financières, des allocations financières qu'on a données à des familles pour la reconstruction. Ah, les familles? Oui. Et ils sont en train de reconstruire la maison. De toutes les façons... Je ne parlerai pas... Comment vous résolvez le problème? Je ne parlerai pas de ceux qui ont déposé les armes et qui ont été réinsérés dans la société. Donc, moi, je crois qu'il y a des choses qui sont faites. Il ne faut pas noircir le tableau comme si rien n'est fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Merci, monsieur Meka. Il y a monsieur Ndjong qui nous suit de Boyala qui dit, monsieur Meka, respectez votre langue. Il y a des gens au sud-ouest qui veulent la paix. Parce que cette guerre, c'est la cause de la mauvaise gouvernance du RDPC. C'est monsieur Ndjong. Oui, les enseignants qui désertent là. C'est la preuve que... Ce sont les enseignants qui désertent. Je crois que c'est depuis 2 ans au moins que le gouvernement camerounais qui nous gouverne là de manière illégitime tente de nous distraire. C'est pas possible. Donc c'est quand on est légitime. Vous aussi criminaliser mon opinion? Pas du tout. Merci. Je disais que, oui, bien sûr, parce que même étant en prison, on a dit devant les procureurs qu'on ne croit pas la victoire. Restez sur le sujet. Vous voulez maintenant m'imposer comment est-ce que j'amène le sujet? On parle de la prison, on parle des enseignants qui désertent. Mais ces enseignants qui désertent, ils désertent parce qu'il y a aussi des gens en prison qui luttent pour leurs droits. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a toujours des liens sur toutes les questions de société. Donc laissez-moi amener mon sujet. Ne jouez pas au jeu du RDPC. D'accord? Donc j'étais en train de dire que M. Meka, tout comme le parti auquel il appartient, joue à l'autiste. Le RDPC est autiste. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que le Cameroun leur appartient. Et tant qu'on ne fait pas ce qu'ils veulent, rien ne sera fait. Nous sommes dans un jacobisme qui ne dit pas son nom, alors que les populations camerounaises ne veulent plus d'un système centralisé. Donc quand vous nous imposez un sujet qui, à mon sens, est un sujet qui est périphérique, le cœur même des revendications des anglophones, c'est le mode de gestion des affaires publiques. Et voilà pourquoi eux, ils se sont levés aujourd'hui contre la République. Maintenant, comment est-ce qu'on fait quand on est un gouvernement responsable? Monsieur Meka vous a dit que le RDPC avait tout fait et ne voyait plus ce qu'il avait à faire. Dans des démocraties, tout le monde vous a écouté. Dans des démocraties sérieuses, quand on n'a plus rien à proposer, on démissionne. C'est-à-dire, on vous dit, ok, c'est bon pour moi, je laisse la place à un autre qui peut-être peut développer des idées et des stratégies pour qu'ensemble, on retrouve le développement. Parce que le développement, ça sert à tout le monde. Les anglophones ont des... Pas tous les anglophones. C'est-à-dire que des anglophones ont décidé de se rebeller par rapport à l'ordre régnant. Quand on est un gouvernement responsable, qu'est-ce qu'on fait? Le MRC avait depuis longtemps, dès sa naissance, dans nos livres fondateurs, on parle de la question anglophone. Et le rôle d'un parti politique, c'est de récupérer les grandes questions de société, de les mettre sur la place publique afin qu'on puisse les régler. Depuis 2012, nous avons dit que la question anglophone risque d'être prégnante et très dangereuse dans les années à venir.
Personne ne nous a écoutés. Vous dites que ça touche au cœur de l'éducation, de l'avenir du Cameroun. Vous pensez que c'était un sujet périphérique? Mais je dis par rapport à la question que les anglophones posent. Quand des anglophones vous disent qu'ils veulent qu'ils veulent un pays fédéralisé, et qu'on les amène sur la question d'éducation, qu'on les amène sur les questions de vous avez dit quoi, dépôt des armes. Donc pendant qu'il y a la crise, comme vous êtes là, vous voulez là penser que l'UNICEF, qui pense que dans ces deux parties du Cameroun, si rien n'est fait là, on est en train de vouloir aller... L'UNICEF s'inquiète du domaine réservé qui est le sien, qui est l'éducation, en disant que là, dans cette région, les enfants qui sont dans cette région, dans quelques années, seront un problème pour le développement du Cameroun. Mais il n'y a pas que l'UNICEF. Les Nations Unies portent la question anglophone comme une question sérieuse d'avenir pour le Cameroun. Les Américains l'ont fait, la France le fait, tout le monde parle à M. Biya, tout le monde parle au RDPC, mais les gars sont autistes. On vous dit que cette question anglophone, c'est une question depuis longtemps qui plombe notre développement. Pourquoi ne pas s'asseoir avec nos frères, se parler et dire qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, l'État c'est comme un projet où il y a des parties prenantes et chacun... Mais vous avez cru à un grand dialogue dans ce pays? Nous avons à l'époque dit que, oui, bien sûr, un dialogue ne se fait qu'avec les acteurs. Vous avez dialogué avec qui? Je vous pose la question directement, vous pouvez répondre. Vous avez dialogué avec qui? Avec les acteurs majeurs de la crise? Mais vous avez dialogué avec lui. On vous dit. Si le MSC n'est pas venu après avoir pris les perdiens, nous ne vous disons pour MRC. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de grand dialogue. Nous vous disons au MRC que pour qu'un dialogue soit fait, c'est les acteurs principaux de la cause qui doivent être autour de la table. Et les partis politiques au Cameroun, bien qu'ils soient acteurs, ne sont pas les acteurs majeurs de la crise anglophone. Vous avez pris s'il vous plaît, vous avez pris des leaders anglophones que vous avez enfermés depuis plusieurs années à Konengi. Mais pourquoi est-ce que ces leaders n'étaient donc pas à la table de négociation, de consortium? Pourquoi n'étaient donc-ils pas à la table de négociation? Non, je vous dis que je dis qu'il y a des leaders anglophones, qui sont emprisonnés aujourd'hui à Konengi et qui mais vous savez de qui on parle? Qui est emprisonné aujourd'hui? Mais ils ont été reniés. Par qui? Vous décidez de qui? Vous décidez de qui? L'Ambazonie a dit qu'on ne les reconnaissait pas. Vous refusez le dialogue. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Si vous discutez avec la mauvaise personne, alors vous perdez votre temps. Non, mais c'est vous qui discutez. Vous discutez avec vous-même. Hein. Vous ne discutez pas avec les acteurs de la crise. Ceux qui sont en prison actuellement sont déjà méconnus, reniés même par tous les pseudo-gouvernements de l'Ambazonie. Tous les acteurs. Il a été régné par le pseudo-gouvernement de l'Ambazonie. Donc vous croyez à ce pseudo-gouvernement? Raison de plus de discuter avec vous. Vous choisissez. Ah bah voilà. Donc ce que je vais dire, je termine par là. Il a commandité de Je termine par là. Je viens dire qu'après le grand dialogue, tous les États, les grands États de ce monde, en l'occurrence les États-Unis, les organisations internationales ont dit qu'il n'y avait pas eu de réel dialogue au Cameroun. C'est d'ailleurs pourquoi, dans leurs différentes sorties, ils demandent, s'il vous plaît, je ne sais pas pourquoi vous parlez du MRC. Je parle des acteurs. Tous les acteurs. Est-ce que je peux parler? Là, écoutez. Je disais que les acteurs. Même le parti politique, le PCRN était là. Le SDF était là. Est-ce que je vais finalement. Permettez à dire. Et nous réclamons les résolutions. Le chef de l'État avait demandé même que les bandes des armées viennent au dialogue. Ils ne sont pas venus. Donc il y en a ceux qui ont déposé les armes qui étaient venus. Monsieur Mais vous ne pouvez pas recommencer un dialoge parce que le MRC n'était pas là. Et je rappelle qu'à la concertation, la primature, vous ne pas de l'ordre. Ils ne sont pas venus. Donc voilà. C'est du mensonge, Bien, je dis. Merci. Ils ont 4 millions. 3-4 millions. Encore du mensonge. Et puis il faut que je déclare ça. J'étais en train de dire allons à l'essentiel. Avant que le RDPC ne cherche à nous distraire. Dans ces mensonges et ces manipulations. Madame Newa, évidemment. Madame Newa est allée à la primature, conduire une délégation pour avec des propositions. Il faut le dire. Permettez à aller à la primature pour donner des propositions. Nous sommes allés donner des conditions pour un bon dialogue. Et nous avons les propositions. J'ai dit, non monsieur. Nous sommes allés à la primature donner les conditions pour lesquelles nous participerions à un dialogue sur la question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et nous avons. Et ces conditions ne sont pas des propositions. Non, c'était pas encore des propositions. On n'était pas dans le débat de fond. On était encore dans le débat de forme. Je crois que vous êtes universitaire. Vous savez faire la différence entre le fond et la forme. Et nous sommes allés dire là-bas que nous voulons un dialogue inclusif. Merci. Et le mot inclusif a tout son sens. Je terminais pour dire que
toute la communauté internationale aujourd'hui est d'avis qu'il n'y a pas eu de véritable dialogue au Cameroun sur la question anglophone et que le RDPC doit cesser de bloquer ce pays en pensant que ce pays lui appartient. Monsieur, soyez discipliné et que je puisse terminer. Merci. Et dire que ce pays n'appartient pas au RDPC et vous devez laisser, comme nos amis du PCN aiment le dire, libérer les énergies des Camerounais. Laisser pour piller le pays n'aura pas lieu. Donc nous avons la capacité de nous cacher derrière les statuts de la France et pas vous. Et pas vous. Nous sommes autant plus forts que vous là. Nous sommes plus forts que vous. Un petit parti politique mort qui est plus fort que vous, qui manipule les Américains, qui manipule les Français. Ils sont partenaires du Cameroun. Alors, mais c'est une nation qui fait ces partenaires là. C'est le partenaire du Cameroun. Vous êtes dérangé, pour des raisons de sécurité. Merci, on se calme. Il y a un autre téléspectateur, c'est vrai qu'il y a assez de SMS qui nous parviennent de Bamenda et de partout. Un autre, là, bonjour. Votre débat est très enrichissant. Les enseignants désertent parce que depuis là, les assassinats de ces derniers, l'État n'a jamais fait une sortie officielle. La seule chose pour les remercier, c'est couper le salaire de ces derniers. C'est un téléspectateur de Douala, celui-ci. Bonjour, je suis d'accord avec le monsieur en costume bleu. Il s'agit peut-être, je ne sais pas si c'est de André Luther, parce que légèrement à l'antenne, mais lisez le je suis d'accord avec le monsieur. S'il vous plaît, je suis d'accord avec le monsieur en costume bleu qui dit les gens du Nozo ne veulent pas la cessation du conflit. Il s'agit d'André Luther Meka. Si la chaîne familiale à ces deux régions se met au travail dont ce monsieur évoque, il y aura cessation de cette crise. Donc on avance, d'autres SMS très rapidement. Bonjour à vous tous. Vraiment ce monsieur Meka, ce système a tout de souffle. Regardez dans quel état se trouve la région de l'extrême nord, qui a tout donné à ce régime. C'est un autre téléspectateur qui nous écrit de l'extrême nord. On va avancer très rapidement. Hein. Oui. Sur l'extrême nord. Les jeunes de l'extrême nord ne trouvent pas de travail. Ils sont tous des gardiens. Je viens de perdre un gardien de l'extrême nord qui a été assassiné avec un bac en poche. Parce qu'on pense qu'il faut donner aux gars qui viennent du Grand Sud, c'est eux qui ont droit au boulot. Et les jeunes de l'extrême nord, parce qu'ils ont un faciès qu'on connaît, ne trouvent pas du travail. Il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'on est en train de condamner toute une jeunesse aux activités périphériques, informelles, parce qu'il faut que les gars du Grand Sud aient le boulot. Voilà. C'est un scandale. Ce que je voulais dire sur le Nozo. Le cardinal a voulu faire quelque chose, comme ils l'ont fait en 93. Le All Anglophone Conference. On ne sait pas pourquoi on le lui a interdit. Première chose. Deuxième chose, et sur laquelle moi je suis en tant que UPCiste et des gens qui sont habitués à la guérilla. Toutes les guérillas ont une direction politique. C'est-à-dire que à partir du moment où on pose ces conditions, et nous on sait pourquoi ils font ça. Monsieur Lombat l'a dit, toi tu l'as dit, tout le monde l'a dit, sauf Meka bien sûr, le terrible Meka. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que ces gars, les ambazoniens, n'ont pas une direction claire. Il y en a qui peuvent se lever, aller massacrer des enfants dans une école. D'autres se sont levés, ils ont tué un pasteur, ce qui a énervé les Américains. Donc on ne sait pas. Ou alors, ils coupent la tête d'une femme, ils mettent les photos partout et ils se sont rendus totalement impopulaires. Ils se sont rendus impopulaires parce que leur cause n'est plus tout à fait visible. C'est vrai que les anglophones se plaignent, mais la violence des ambazoniens est telle qu'ils se rendent impopulaires. Donc je dis que la force, la puissance de feu est entre les mains de l'État. L'État a les moyens. Et s'il y a une accalmie, c'est parce que l'État a mis les moyens en termes d'armes pour que on a même tué beaucoup de généraux d'Ambazonie. Mais
on n'est pas arrivé à éteindre le feu. Donc pour éteindre le feu, il faut s'asseoir à nouveau pour éteindre le feu. Et je dis que le président ne peut pas faire l'économie d'un voyage là-bas, aller voir les faunes, les chefs traditionnels, parce que toute la société du Nozo, qui a des revendications claires, et on les connaît, depuis qu'on a supprimé le fédéralisme en 72, et je répète ici que c'était un coup d'État constitutionnel qui n'avait pas lieu d'être. On l'a fait. Les gars du Nozo se sont beaucoup plaints. Ils sont allés aux Nations Unies parce que le Cameroun est pupille des Nations Unies. C'est normal qu'on écrive aux Nations Unies quand on a une difficulté. On a obtenu notre indépendance aux Nations Unies, pas face à la France, mais on est allé aux Nations Unies parce que c'est la SDN qui nous a confié. Voilà. Donc, c'est normal que les Camerounais continuent à se plaindre. Et c'est normal que dans les revendications des gars du Sud-Ouest qui passent par les Nations Unies, je rappelle qu'en 2001, quand le Kofi Annan est venu faire sa tournée d'adieu, il y a eu un banquet d'État à Etoudi. Et le Kofi Annan a dit au président camerounais, il faut faire attention à la question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce qu'en tant que secrétaire général des Nations Unies, tous les courriers convergent vers les Nations Unies. Donc c'est pas nouveau. Merci. Ne dis pas qu'on est allé chercher à l'étranger. Le président Biya le sait. Il sait pourquoi on s'est battu pour la... Madame, je veux dire quelque chose. Non, s'il vous plaît. Sur la direction... Monsieur le maire, permettez à monsieur Meka rapidement, pour ouvrir la parenthèse rapidement, on va sortir. Madame, il peut dire quelque chose de très pertinent. J'aimerais dire qu'il n'y a aucun Camerounais ici, sur ce plateau, qui veut la guerre. C'est visible. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de constater que s'il y a un mouvement qui a autant tué le peuple dont il ambitionne gouverner, c'est l'Ambazonie. Et Madame Eko l'a souligné, c'est-à-dire que les fusils n'étaient tournés que vers le peuple dont ils disaient qu'ils vont protéger. Et à ce niveau-là, vous allez constater que il a été pratiquement impossible pour ce peuple de soutenir l'Ambazonie. Mais nous constatons que la plupart continuent à aller. On ne sait pas si c'est par peur ou par solidarité. Mais ce qui est sûr, on ne peut pas bien comprendre, parce que même lorsque l'atrocité, parce qu'on dit les gens changent de comportement par la douleur. Normalement, ils devaient par cette douleur-là, ils ont fait des crimes-là. Les femmes ont marché avec les arbres de paix. Oui. Le comportement du gouvernement doit changer. Je vous dis, dans ce qui concerne la commune de Konjok, il y a deux manières d'accéder à la commune. Par Yabassi, que vous connaissez bien. Très bien même d'ailleurs. Il y a le pont de Mahé qui est coupé depuis 4 ans. Voilà. Ça, c'est un pays... Par Bafan, parce que je suis interpellé depuis longtemps, mais je ne réagis pas. La route est coupée. L'année passée, la commune PCRN, 4 fois. Et c'était la seule année où, pendant la saison de pluie, mais avec quels moyens? C'est ça qu'on vous explique. Mais King a été là, il n'a rien fait. Elle lui posait la question. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des petites choses que le gouvernement peut faire. Et ce n'est pas seulement au Nouzo, hein, parce que ce n'est pas seulement en Konjok qu'on n'arrive pas à accéder, même à l'est, même au sud. On élude la question. Donc il y a à faire. Il n'y a pas de route non plus. Le gouvernement ne peut rien faire parce qu'il est illégitime et ne peut pas mobiliser la population qui est la principale ressource d'un pays. Merci Guy Laurent Kwame. D'autres messages. Maurice Chou qui dit ce monsieur, il parle de vous, André Luther Meka. Ce monsieur et plusieurs autres sont la raison pour laquelle ce pays est pourri comme ça. C'est Maurice Chou, c'est sur notre page Facebook. L'opposition responsable n'importe
n'importe quoi. Quand le MRC organise sa marche et invite l'opposition, vous dites allez marcher chez vous. Vous, du PCRN, arrêtez les militants du MRC pour livrer à la police. Ça, c'est Tontine Azenge. Thomas Malanga a dit que c'est d'ailleurs lui qui a demandé qu'on arrête. Tontine Azenge. Il a dit, on fait dire des choses aux gens sur Internet, donc... Non, c'est lui qui l'a dit. Et il ne rappelle pas. Il n'est certainement pas mandaté par le bureau du PCRN. Je suis d'accord avec vous. Merci. C'est ça qui est important. Quand vous volez les unes, ça c'est Ngolais, et puis quand vous volez les unes de Amondo Vision, vous accusez le MRC d'avoir créé la base. Et ça c'est une interrogation. Vous espérez, avez-vous oui, qu'est-ce qu'il dit là? Avez-vous espéré que les gens vous regardent voler? Je pense que ce qu'il voulait par là dit. On avance, effectivement, on va sortir l'émission en posant la question sur le tribalisme qui semble gangréner le Cameroun au moment où nous parlons avec des discours haineux. On se demande bien pourquoi une loi dans notre code pénal n'a-t-il complété l'année dernière à l'Assemblée nationale, la loi article 241, jusqu'aujourd'hui sans véritable action qui permet effectivement de traquer et d'atténuer en tout cas ce qu'on observe aujourd'hui. On se demande si le gouvernement a conscience de ce que nous vivons. D'autres SMS, bonjour à vous sur le plateau. Vraiment, le débat est très enrichissant. Que ce monsieur Meka arrête de perturber les autres. Il faut signer vos SMS, pardon, s'il vous plaît, pour que cela soit facile comme cela. Un autre SMS, le MRC continue à faire l'apologie du terrorisme. Ça, c'est un autre SMS. Signez vos SMS pour que ce soit plus facile comme cela. Le 6, s'il vous plaît, Guy Laurent, quoi, le 671 10 10 27, c'est le code d'accès pour vos contributions. Je vais commencer avec vous, Henriette Ekoué, sur ce sujet, le tribalisme et le discours haineux. À qui profite le crime aujourd'hui? Non, il faut dire clairement que quand le RDPC a vu la force de l'opposition, et je n'aime pas beaucoup ce qualificatif d'opposition responsable. C'est les Français qui nous ont mis ça sur le dos. Nous, les Africains de cette sous-région riche en ressources. Donc on a dit qu'il y a une opposition irresponsable, c'est-à-dire radicale, forcément, et une opposition responsable, celle qui est gentille avec le pouvoir. Bon. Mais... Non, celle qui est républicaine. Ah, laisse ça. Le RDPC, voyant que on sortait, et je rappelle ça, que les plans d'ajustement structurel ont déchiré le tissu social au Cameroun. Ce qui a fait que l'opposition a reçu une adhésion massive. Et quand le RDPC a dit ça, il a dit, bon, je vais les fractionner et je vais commencer à dire que c'est des tribalistes. Pourquoi est-ce que, quand on fait une campagne politique, le RDPC dit que c'est les Anglo-Bami à propos de John Frundi? L'étendard de l'Union pour le changement, c'était le changement. Ce n'était pas est-ce que Frundi est Bamileke, est-ce qu'il est ceci. Or, le RDPC a utilisé l'arme tribale pour disloquer Oui, voilà. Je donne deux exemples rapidement. Quand le RDPC a voulu faire un congrès de l'UPC légal, il a fait l'UPC légal en Konsamba, ouvert par le préfet, et c'est là qu'on a débarqué qui Dika Akwa. Parce que l'avantage des deux dirigeants de l'UNDP et de l'UPC, c'était une tribu minoritaire, c'était des Sawa, aussi bien Ebois que Dika Akwa. Donc, quand le président voit ça, et ses politologues, il décide que non, il faut que je remette ces deux parties dans leur village. On a donc remis l'UPC au Bassa, on a repris l'UNC, on a jeté dans le nord. Ça s'est passé en 2 semaines d'intervalle. Et le congrès
de Kosamba, de l'UPC et le congrès de Garoua le 4 janvier 1992. Donc, c'est une stratégie politique. Maintenant qu'on vient dire que non, il y a des discours haineux, parce que le peuple aussi voit qu'il y a des avantages d'État qui sont attribués à certains et pas à d'autres. Alors, quand les gens se fâchent, vous venez leur dire que non, vous avez un discours haineux. Mais quand ils observent, je finis par cette anecdote. Un jeune de l'Ouest m'appelle, du Nord-Ouest, de Kumbo. Il m'appelle, il me dit, Anti, il me parle en anglais, je suis mototaxi à Kumbo. Alors, on m'arrête. On me dit d'aller payer les impôts. Je vais à l'administration des impôts. Tout le monde parle une langue qui n'est pas une langue du Nord-Ouest. Et tout le monde ne parle que français. Moi, je ne suis jamais sorti de mon Nord-Ouest. Bon, donc il faut faire attention. Quand on fait des choses, et je laisse toujours marteler, on ne peut pas avoir une brigade de gendarmerie, tout le monde parle la langue du président. C'est mauvais. C'est mauvais. De la même manière que j'ai dit à Kamto, tu ne peux pas assumer une base qui se qualifie comme anti-sardinat. Il faut faire très attention parce que notre peuple est très... Et puis il y a eu unité dans notre pays. L'unité du Cameroun a été forgée dans la lutte contre les Allemands. Oui, parce qu'on est allé chercher les chefs qui ont été arrêtés partout. Donc, notre pays, politiquement, depuis que le discours politique existe, notre pays a eu l'unité. C'est Aïdjo qui a inventé que on met en péril l'unité nationale. C'est faux. Merci. Voilà. C'était pour combattre les nationalistes. J'ai dit, il faut véritablement signer vos messages, que cela soit simple comme ça. Bonjour, j'adore votre émission. Merci. Et il faut rappeler à M. Meka que non seulement ils ont pourri la vie des Camerounais, mais celui de nos confrères du Nozo. Signez vos messages, s'il vous plaît. Un autre message. Bonjour le plateau, M. Meka. Être du RDPC ne signifie pas soutenir n'importe quoi. Vous incarnez la médiocrité. Ça, c'est un autre message. On va sortir l'émission. Ce sera votre dernière prise de parole. Le discours, là, le tribalisme, le discours au Cameroun. André Luther Meka, la question qui revient aujourd'hui et qui est affichée au grand public, c'est qu'en réalité, il y a un groupe qui a confisqué les ressources de la République. Il n'y a pas une véritable répartition équitable des ressources de la République. Ce qui frustre d'autres Camerounais aujourd'hui, peut-être. Oui, je crois que j'ai entendu ça, j'entends ça depuis très longtemps. Je voudrais juste vous donner un schéma. D'abord, sur la gestion du pays, vous allez constater que l'exécutif, c'est le grand centre sud-est, si vous voulez le grand sud. Vous allez voir que le Parlement, qui est bicaméral, vous avez d'abord le Sénat, qui est de l'ouest, et l'Assemblée nationale, qui est du Grand Nord. Et vous allez constater donc la primature est du Nozo. S'il vous plaît. Non, les conciliateurs et les rédacteurs, on doit travailler à mettre ces gars on doit les voter, quoi. Mais s'il vous plaît, allez-y rapidement, André Luther, on va sortir l'émission. Bon, je crois qu'on parlait de tribalisme. Oui. Bon, le tribalisme, donc, veut dire quoi? Moi, je crois que ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y a la primauté d'une ethnie dans la gestion du pouvoir. Je suis en train de leur démontrer qu'il y a équilibre des ethnies dans la gestion du pouvoir. Et je suis parti d'abord des grandes institutions et je vais également aller un peu plus sérieusement. Il y a une instrumentalisation de l'ethnie pour accéder au pouvoir. Et la plus belle instrumentalisation de l'ethnie, et auquel je suis particulièrement, c'est le MRC. C'est-à-dire que le MRC veut fédérer une sorte de politique, j'allais dire, de grands fédérateurs de Grassfield pour accéder au pouvoir. Et c'est ce parti-là, déguisé dans ces réseaux sociaux, qui veulent instrumentaliser le tribalisme d'État. Il n'y a pas de tribalisme d'État au Cameroun. Je crois que s'il y a quelqu'un qui dirige le parti, le RDPC, qui est notamment celui qui est le chef d'orchestre du RDPC, c'est Jean Kueté, il est de l'Ouest. Donc,
le secrétaire général de mon parti a quel pouvoir? Le président. Mais C'est vrai qu'il est ministre. c'est une blague. Mais l'artisan en chef, le chef d'orchestre, le chef de l'administration, c'est M. Jean Coueté. Donc, je voudrais donc conclure en disant que le chef d'État, dans sa politique de l'unité, implique tout le monde. Vous allez voir qu'il y a des ministères de souveraineté comme le Consupé, l'AT et la justice qui sont pratiquement gérés par, n'est-ce pas, des gens qui ne sont pas de l'ethnie dont vous parlez. Vous allez même constater que même tout le créneau du pétrole, notamment la Sonara, la SNH, c'est pratiquement les gens d'ailleurs. Donc, moi je vois pas... les gars du Sud-Ouest d'ailleurs. Donc, je ne vois pas, s'il vous plaît, je ne vois pas là où il y a tribalisme parce que chaque ethnie contribue à la gestion du pays. Je vais donc conclure en disant qu'il est important aujourd'hui de pouvoir savoir que nous avons besoin de toutes les compétences pour gérer la nation, mais nous ne pouvons pas faire en sorte qu'il y ait une primauté d'une ethnie au pouvoir. Et c'est pour ça que le chef d'État fait tout pour que tout le monde participe à la gestion. Merci, monsieur le maire, rapide. Malheureusement, on va aller très rapidement. Et il y a un autre côté qui n'est pas signifié, le côté, n'est-ce pas, de la bourgeoisie commerciale, la bourgeoisie économique, qui est pratiquement embrigadée par l'ethnie, n'est-ce pas, du MRC. Merci. Rapidement, monsieur le maire, on n'a plus assez de temps. Vous voyez que c'était un débat. Vous voyez que c'est un débat nauséeux. En permanence. Et je vais saluer la décision du président Cabral de créer une école de cadre du parti comme l'UPC. Pourquoi? Il faut enseigner l'idéologie aux militants et non pas l'appartenance ethnique. Parce que les gens ont tendance à croire que parce que c'est Cabral, alors ça sera ça. Parce que c'est Maurice Kamto. Non. Non, moi je suis un cadre du parti. Je ne suis pas ça. Voilà. Ok? J'ai adhéré à une idéologie politique. Non, écoutez-moi. Je vais vous dire que je vais vous dire que quand ces genres de débats commencent, comme au Rwanda, ça commence toujours petitement. Ça s'amuse, monsieur Meka, en fait. Et après, vous n'arrivez plus à arrêter. Quand vous venez sur un plateau pour dire que le pétrole est géré par... Non. C'est les compétences qu'on nomme. Excusez-moi. On nomme les compétences... On nomme les compétences... Non. On nomme... C'est-à-dire que même si c'est fait en sourdine... En respectant les... Non. L'émission est terminée là. Oui. Donc je dis... Non. Si on enlève l'équilibre... À cette allée, vous n'aurez pas la parole de fin là. On ne peut pas s'entendre parce que ce sera monolithique. L'équilibre régional pose un problème au Cameroun. Le problème, c'est que qui décide dans l'équilibre que c'est telle personne ou telle personne qui doit être là? Mais il y a des quotas. C'est les réseaux? Non, écoutez, non. Merci, monsieur. Même dans les quotas. Comment vous choisissez dans le quota que c'est telle personne et pas l'autre? Merci. Rapidement, c'est terminé. Pour moi, il y a deux personnes qui marquent ce débat aujourd'hui. Il faut aller les lire. Allez lire Henriette Ekoué sur des questions qu'il vient de poser. Allez sur Facebook lire une dame qui fait une analyse très pertinente, qui s'appelle Doumbé Arlette Framboise Digne. Mais pour vous dire en plus que le MRC a deux propositions pour lutter contre le tribalisme d'État. La première, c'est d'organiser les assises nationales de la citoyenneté et de la fraternité. Et la deuxième, c'est d'avoir une langue nationale pour tous. On peut la créer, on peut travailler dessus pour que les Camerounais soient unifiés autour d'une même langue, autour d'une culture, en ne pas négligeant les autres langues. Une autre chose, c'est de créer une identité. Une identité pour tous et un fichier national qui soit informatisé et dans lequel on n'a plus des allusions à l'ethnie ou à la tribu. Merci bien. Merci Henriette Ekoué d'être venu. Merci André Luther Meka, merci au maire Dr Serge Alessi Lombat, merci, salut vos populations de Konjo, merci à Guy Laurent Kwam. Je vais rappeler qu'on a énormément de SMS, les discours haineux ont été intensifiés en 2018 avec le MRC. Avant cette date, nous étions en paix. Je suis d'accord avec Meka, sans compter de l'alliance basse MRC en Bazonie, il s'agit de Richard. Le MRC à l'armée de cyber. Donc le MRC réussit à réunir. S'il vous plaît, on peut pas parler au même moment, Guy Laurent Kwam. Le MRC à l'armée de
le MRCA, l'armée de cyber activistes ethno-fascistes la plus tribale et dangereuse de ce pays. Il s'agit encore de Richard, un autre, Maman Ekwe, merci beaucoup pour cet enseignement. S'il vous plaît, mais vraiment, Meka, vous, RDPC, vous êtes tribaliste. La gendarmerie nationale, la police des impôts, partout, c'est les mêmes, de la même famille, du même village. Donc, s'il vous plaît, honnêtement, sincèrement, changeons le Cameroun. Encore une fois, merci à ceux qui nous font confiance tous les dimanches, lorsqu'il est 10h sur les antennes de My Media Prime Télévision. On va se retrouver dimanche prochain lorsqu'il sera à nouveau 10h avec un autre panel. Et entre-temps, à 16h passées de 30 minutes, ce soir, ce même dimanche, première rediffusion. Et également le mercredi, 21h30, une autre rediffusion. Un autre panel sera dimanche sur la télévision du futur, à dimanche 10h.